Bonjour à vous tous. Merci d'être là pour ceux qui sont passés au travers des gilets jaunes, verts ou je ne sais quoi. Euh, Ils sont jaunes, hein. Il n'y a que des jaunes. Bon, très bien. Alors on va être trois quarts d'heure, une heure ensemble. L'idée est de parler euh, de YouTube, mais aussi de comment apprendre avec les vidéos, comment apprendre avec les réseaux sociaux. Et c'est pour ça qu'on a invité euh, une belle brochette à la fois de vidéastes, mais aussi de personnes comme Mathis, qui est lycéen, qui s'est appuyé sur les vidéos pour apprendre le langage informatique. Enfin, les langages, il nous expliquera qu'il en a. C'est le nouveau Mark Zuckerberg de la région parisienne. Alors, je vais me présenter déjà en premier. Moi, je suis Christophe Coqui, je suis le rédacteur en chef de Geek Junior. C'est un site pour développer la culture numérique des ados qui existe depuis 4 ans. Et, euh, et voilà, donc ça c'est pour moi. Ensuite, après, euh, avant de vous présenter nos invités, je vais faire une toute petite intro sur le sujet. Alors, il faut savoir que selon un sondage qui est paru il y a pas très longtemps. C'était aux États-Unis sur les ados américains, mais je pense que c'est la même chose pour ici. Il y a eu plus de 60% des adolescents qui disaient que euh, l'apprentissage via les vidéos, et notamment YouTube, c'était leur moyen préféré pour apprendre. Et c'était en première position devant les livres scolaires, par exemple. Donc ça montre tout l'effet, toute l'importance de cette tendance à apprendre avec les réseaux sociaux. C'est un peu une éducation populaire en version 2.0 ou 3. Je ne sais pas quoi. C'est avec le numérique, que ce soit les adolescents, mais aussi les adultes, on a découvert une nouvelle manière d'apprendre, de développer sa culture générale. Et là, sur tous les sujets. Il y a le ministère de la Culture qui vient de publier une liste, une sélection de chaînes de vulgarisation. Ils en ont listé plus de 350. Et c'est une liste qui est disponible sur le site du ministère de la Culture, ce qui veut dire ils ont fait un tri, ils ont vérifié toutes les chaînes. Donc il y en a 350 déjà qui proposent des contenus très sérieux et sur tous les sujets, mais vraiment tous les sujets. Pas uniquement de la vulgarisation scientifique, ça peut être de la vulgarisation historique, ça peut être sur les animaux, on va voir ça avec Tanguy. et euh, et c'est assez révélateur en fait du phénomène. Euh, Moi-même sur Geek Junior, tous les dimanches, je publie une sélection des meilleures vidéos de vulgarisation. Quand j'ai commencé à le faire il y a 2 ans, c'est une fois par semaine, donc j'avais du mal à en trouver 5. Maintenant, j'en publie 8 chaque semaine, mais je pourrais en publier 15, 20 par semaine sans problème. Et j'ai compté, en 2 ans, j'ai présenté plus de 100 chaînes YouTube différentes, uniquement sur tout ce qui est apprentissage, découverte, vulgarisation. Tout ça pour montrer que ça devient très important avec des chaînes qui arrivent aux millions d'abonnés. Une chaîne comme Nota Bene, par exemple, sur l'histoire, c'est plus de 800 000 abonnés. Tanguy, avec Toupette, hein, c'est 200 000 maintenant abonnés sur YouTube. Ça... Merci. Merci. Mais après, c'est aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, hein, on verra. La chaîne Fresh, c'est plus d'un million 1,8 million abonnés sur cette page. Et c'est complètement dingue. On transforme des chaînes de savoir en véritables chaînes de télé avec des audiences qui peuvent dépasser des émissions de télé. Ah bah oui. Voilà. Donc après cette petite introduction pour vous situer un peu le débat, je vais laisser les participants à cette
table par ronde. Ça va être, après, on va se poser, on va s'asseoir, ça va être plus simple pour tout le monde. Et chacun va se présenter. On va commencer peut-être avec Aurore. Si tu veux. Bonjour tout le monde. Donc je suis la caution journalistique de cette table par ronde. Ça fait 15 ans que je suis journaliste radio et télé. Et comme chacun le sait, la télé va mourir, est en train de mourir. Et donc je travaille aussi aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je travaille pour une chaîne qui s'appelle What the Fake, que je ne présente pas. Je suis tout ce qui est derrière. Cool, merci. Et What the Fake, donc c'est une journaliste à la base qui s'appelle Aude, et qui a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, comme beaucoup de gens, moi aussi de mon côté, ont constaté un désamour des plus jeunes envers les médias classiques. Peu de confiance dans les journalistes, dans les médias classiques, et donc qui se tournent vers Internet pour s'informer, et exclusivement sur Internet pour s'informer, et avec beaucoup de défiance envers ce que nous faisons. Donc on s'est dit, il fallait qu'on explique ce qu'on fait, comment on le fait, et pourquoi c'est important de le faire. Et voilà, la chaîne What the Fake est née comme ça. Aude débunk des fake news, donc prend des fake news, les déconstruit et appelle après ou a un contact mail avec la personne qui soit les a construites, soit les colporte de manière massive. Et après, ça donne un programme humoristique, sympa, et surtout très fouillé au niveau journalistique. C'est une vraie enquête, mais qui est destinée aussi aux plus jeunes, qui est plutôt sympa à regarder. Voilà ce que je fais entre autres, et ce qui va m'amener à vous parler notamment des fake news et de comment trier ce qu'il y a sur Internet et comment retenir le meilleur. Voilà, je passe la parole. Merci. On va continuer avec la chaîne fraîche, avec Élise et Julia. Bonsoir. Nous, on s'appelle Élise et Julia. On est meilleures amies depuis le lycée. On a 25 ans aujourd'hui. Et en fait, on est parti d'un postulat très simple. C'était pareil, qu'on regardait pas la télé. Et donc, au début, quand on était petite, on voulait absolument être animatrice télé. On trouvait que c'était waouh, trop stylé d'être dans les médias, de pouvoir changer les choses et tout. Et en fait, on s'est fait un jour repérer par Canal+. Et on s'est dit, mais attends, on regarde même pas cette chaîne. Enfin, on ne regarde pas la télé, donc ça sert à rien. Il y a peut-être quelque chose à jouer sur Internet parce que nous, on est sur les réseaux sociaux. Et du coup, on s'est fait repérer par TF1 juste après. Et on leur a dit, on veut créer une chaîne Facebook sur les femmes qui parle de féminisme, mais accessible à tous. Parce que il y a 2 ans, c'était une époque où le féminisme, c'était un sujet hyper tabou. Ça faisait chier tout le monde. Enfin, ça embêtait tout le monde, pardon. Et tout le monde, c'était hyper polémique, quoi. Tout le monde disait non, les féministes, c'est des combattantes, c'est des femmes engagées qui nous saoulent, elles ont des poils au-dessous de bras, elles sont reloues. Et nous, on a dit, on va essayer de faire du féminisme accessible à tous, qui parle à tout le monde, qui n'est pas du tout agressif, qui est au contraire hyper inclusif, qui est pour les hommes et pour les femmes. Et en faisant ce média qu'on a créé, qui est aujourd'hui à 1,8 million d'abonnés sur Facebook, qui est numéro 1 en fait de tous les médias féminins sur Internet. On s'est rendu compte que le problème numéro 1 des médias, c'est la monétisation, c'est-à-dire la publicité. Et la publicité, aujourd'hui, elle est nulle. C'est-à-dire que on se rendait compte qu'il y a des marques qui venaient nous voir pour qu'on leur fasse de la pub. Et qu'en fait, le problème, c'est que ce qu'ils essayaient de vendre à nos petits frères, nos petites sœurs ou même à nous, c'était pas bien. C'était des produits qui n'étaient pas responsables. Okay, et que surtout on faisait de la pub à des entreprises dans lesquelles les gens n'étaient pas bien, les femmes n'étaient pas payées autant que les hommes, il n'y avait que des personnes de couleur blanche, les choses n'étaient pas vraiment respectées au niveau de l'inclusion et des représentations. Donc aujourd'hui en fait on fait du conseil pour plein de médias et puis surtout pour des gros groupes comme Coca, Nike, L'Oréal, et on essaye de leur apprendre à être un peu plus raccord avec ce qui se passe dans la société, à intégrer un peu plus de pédagogie dans leur contenu, à essayer d'élever les gens plutôt que juste les faire consommer comme des débiles, nous faire acheter du coca parce que c'est cool, de nous faire plutôt, de trouver plutôt des solutions pour faire marcher leur entreprise et en même temps créer du sens et essayer de changer les choses, de faire élever le débat. Donc, très bonne explication, merci beaucoup Élise. Donc nous, on a essayé en fait pas d'apprendre ce que c'est que le féminisme aux gens, mais plutôt de le montrer et de faire parler des femmes, puisque on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc on interviewait des femmes qui parlaient de féminisme.
Et du coup, ça a bien marché. Et maintenant, aujourd'hui, comme dit Élise, on intègre des gros groupes pour restructurer leur vision. Et aujourd'hui, par exemple, on va s'occuper d'un groupe comme Melty, qui est très puissant sur les réseaux sociaux, mais qui a du mal à créer des vidéos engageantes et qui sont cool, tout simplement. Donc, on va essayer de leur apprendre à faire ça. Voilà, c'est déjà une belle mission. Oui, Melty, c'est le média numéro 1 chez les jeunes aujourd'hui, sur la cible 12-25, on va dire. Et leur problème, justement, c'est que c'est un média pour les jeunes, mais qu'ils ne font rien vraiment pour élever les jeunes. C'est-à-dire qu'ils vont mettre sur Facebook des vidéos de chiens qui font pipi, et c'est drôle, mais c'est pas très pédago, si vous voulez. Voilà, c'est tout. À vous de jouer. Merci Élise, merci Julia. On va continuer avec notre lycéen de service, qui est Mathis, et qui va nous expliquer un peu comment finalement, avec les réseaux sociaux, avec YouTube, avec le web, on peut devenir un véritable pro, un véritable développeur, un pro de l'informatique. Et je te laisse te présenter. Ok, alors je dirais pas totalement pro, mais ouais. Moi, ça fait vraiment 1 an et demi que je me suis vraiment mis à programmer. Aujourd'hui, je programme dans pas mal de langages quand même. Là, en ce moment même, je suis en train d'apprendre un truc sur l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle l'apprentissage profond, deep learning en anglais. Donc pour que l'intelligence artificielle apprenne d'elle-même en fait. Et voilà, moi tout ça, moi je suis lycéen, je suis en seconde, on ne l'apprend pas au lycée. Et donc j'ai tout appris sur internet. Au départ j'ai appris sur des cours en ligne comme Open Classroom, je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est des cours souvent de texte où on peut apprendre n'importe quel tout ce qu'on veut en fait. Donc ça c'est super bien. Ensuite je suis passé à l'étape un peu plus supérieure en achetant des formations à 10 euros. On peut avoir à peu près n'importe quoi, apprendre à créer un site web. Aujourd'hui d'ailleurs je suis en train de créer une application pour l'école à partir de ce cours. Je suis en train de créer quelque chose. Donc voilà, moi je sais pas trop comment conclure, mais voilà. Très bien. Merci Mathis. On reviendra après sur son expérience et comment il a appris un petit peu tout ça. Et on finit avec Tanguy de la chaîne Toupette. Bonjour à tous, merci d'être là ce samedi matin. Moi je suis parti du constat, j'ai commencé ma chaîne il y a 3 ans. À l'époque on pouvait tout apprendre sur YouTube, on pouvait apprendre à coder, on pouvait apprendre à piloter un avion, on pouvait apprendre à piloter une voiture, à fabriquer un four DIY, tout, mais on pouvait pas apprendre à bien s'occuper des animaux. Donc je suis parti du constat que moi les animaux c'est ma passion depuis toujours, j'ai toujours eu beaucoup de bestioles chez moi, j'ai toujours élevé énormément de reptiles, de poissons, de trucs. Et je me suis dit, bah tiens, il y a un créneau à prendre, il y a de quoi... pour communiquer ma passion, pour leur donner mes bons tuyaux. Ça fait 30 ans que j'élève des animaux, j'avais sûrement des trucs à leur apprendre. Donc j'ai commencé avec un tuto poisson rouge, en me disant l'animal qui prend le plus cher dans le monde, c'est le poisson rouge. On revient avec dans son petit sac plastique et on n'a aucune idée de comment s'en occuper, alors qu'il y a des trucs à savoir. Donc j'ai commencé par faire un tuto poisson rouge et ça a bien marché. C'est-à-dire que bon, quand on démarre YouTube, les 50 premiers vues, c'est déjà un succès de malade. C'est-à-dire qu'au début, on est personne. Pour faire du vue, c'est compliqué. Pour se faire connaître, c'est compliqué. Pour faire venir les gens sur votre vidéo, c'est compliqué. Donc, mais j'ai fait 1000 vues en 2 jours et je me suis dit, il y a peut-être un petit truc à faire au début. Donc j'ai continué. De une vidéo tous les 3 mois, je suis passé à une vidéo tous les 2 mois, puis à une vidéo tous les mois. Et puis après... les abonnés me réclamant de plus en plus de vidéos, et ben aujourd'hui j'en fais une par semaine et ma chaîne évolue bien. Je me suis mis à fond dedans, on va dire, il y a 2 ans. Aujourd'hui j'ai 230 et quelques mille abonnés, donc c'est cool. J'ai eu rapidement des propositions de marques qui sont venues me voir en me disant « Ah mais tiens, on aimerait bien travailler avec toi ». Donc très rapidement, ma chaîne YouTube est devenue une petite vitrine qui m'a permis de faire un petit commerce derrière. Et aujourd'hui, j'en vis. Donc c'est cool. Je suis hyper content parce que je vis de ma passion. Donc il y a pire comme dans la vie. Et voilà, donc je rends l'expérience que j'ai acquis avec les animaux. Et aujourd'hui, je me suis ouvert à d'autres formats, d'autres choses. Mais les animaux sont vraiment le point commun de ma chaîne. Et j'espère que c'est que le début. En tout cas, en 2 ans, ça allait très très vite. Voilà, j'ai mes abonnés, j'ai écrit un bouquin, j'ai pas mal de propositions, j'ai fait de la télé aussi depuis.
Donc c'est allé très très vite. Voilà, c'est allé très vite. Maintenant c'est un vrai kiff, c'est vraiment cool. C'est un peu stressant parce que comme ça va très vite, eh ben, on se dit que ça monte vite, mais ça peut redescendre très vite aussi. Donc voilà, donc aujourd'hui je suis là pour vous raconter mon expérience. Si vous avez des questions, avec plaisir. Et en tout cas, merci de m'avoir invité, parce que c'est super cool, j'aime beaucoup ton magazine. Voilà. Merci. Très bien pour cette présentation maintenant de tout le monde. On va commencer par une petite question un peu commune par rapport justement à la thématique d'aujourd'hui, apprendre avec des vidéos. Quel que soit d'ailleurs le support, que ce soit Facebook, que ce soit sur YouTube. Comment vous avez perçu un peu cette tendance lourde arriver et comment finalement vous êtes dit c'est par là qu'il faut aller pour faire développer nos projets et justement pas par le modèle classique de la télévision. Là, je parle notamment pour Tanguy et puis pour les filles au pluriel, ouais, parce que vous venez tous de l'audiovisuel. Du coup, vous avez vu toute cette progression sur les 5-10 dernières années ou 5 dernières années pour les plus jeunes. On peut commencer peut-être par Aurore. Alors moi, pour l'apprentissage sur Internet, c'est vraiment c'est par une espèce de claque que ça m'est venu. C'est-à-dire que je pense que, je ne veux pas parler pour tout le domaine de l'audiovisuel parce que j'en suis qu'un exemple, mais je pense qu'il y a une partie des personnes qui travaillent dans l'audiovisuel qui fonctionnent avec un petit peu des œillères. C'est-à-dire on est dans le train-train, on est dans une mécanique de diffusion qui est celle de la radio et de la télé, c'est-à-dire quand vous produisez des contenus en radio et en télé, vous ne rencontrez pas vos auditeurs et vos téléspectateurs. Vous faites un produit, vous ne savez pas à qui il est destiné. Tout ça reste très virtuel pour les journalistes. Et de mon point de vue, moi, c'était vraiment une claque un jour de janvier, lendemain d'attentat de Charlie, où des collégiens, je crois, avaient refusé de respecter la minute de silence ou de chanter la Marseillaise. Je ne sais plus précisément, je crois que c'était la minute de silence. Et je me suis pris une claque en disant pourquoi ces gamins-là refusent le Charlie, refusent le journalisme et tout ce que ça peut colporter. Et là, je me suis dit, bon, bah ok, il y a autre chose. Il y a autre chose qu'on ne voit pas et qu'on ne sait pas. Et donc, du coup, ça m'a amené sur notamment Internet et quand même la plus belle base de données du complotisme mondial. Et c'est là que j'ai appris voilà, que finalement, tout le monde n'était pas un adulte raisonné de 35 ans. Et je suis sortie de mon cocon et j'ai commencé à réfléchir à la place peut-être ou avec un enfant de 10, 12, 15 ans et me dire qu'est-ce qui nous mène là. Et là, on se rend compte que oui, Internet, c'est génial, il y a tout. Mais quand il y a tout, il y a le meilleur et le pire. Et donc voilà, c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait des choses formidables aussi. Moi, je suis partie par le moins bien, par le complotisme et les fake news. Et après, j'ai élargi et j'ai découvert des chaînes comme nos youtubeurs et nos youtubeuses ici, et contenu réseaux sociaux. Et oui, et donc moi, je suis arrivée par une claque un peu du jour au lendemain. Merci. Oui, on continue. Nous, on a un peu grandi avec les réseaux sociaux en vrai parce que on a Facebook depuis quoi, la 3e. Et bon, là, je me rappelle pas ce qui s'est passé dans ma vie avant la 3e en vrai parce que j'avais 14 ans et que avant ça, voilà, on est vraiment, vraiment jeunes. Donc, nous, on travaille sur les réseaux sociaux, donc on peut pas vous dire que c'est pas bien. C'est super, ça permet à tout le monde ça permet à n'importe qui en fait d'avoir des contenus qui peuvent être cool et intéressants. Mais comme elle l'a dit, je pense que c'est quand même assez dangereux. Facebook aujourd'hui fait un travail qui est pour moi assez néfaste. C'est-à-dire qu'ils font jouer des algorithmes. Ils veulent mettre en avant des contenus qui sont ultra viraux et qui vont engager de la discussion. C'est-à-dire que c'est ça les contenus aujourd'hui qui sont mis en avant, peut-être souvent au détriment de contenus qui sont pédagogiques. Nous, on fait des contenus qui sont ultra viraux parce qu'on arrive à trouver un juste milieu entre quelque chose qui va vraiment buzzer et parler aux gens et à la fois quelque chose qui va leur apprendre quelque chose. En revanche, il y a des médias aujourd'hui ou des pages Facebook qui colportent des informations graves que je veux pas que mes enfants y aient accès. Enfin, j'ai pas d'enfants, mais j'aimerais pas que mes enfants y aient accès. Donc, il faut faire très attention quand même à ce que les enfants et les jeunes consomment sur Facebook. Je pense. Et je dis ça, c'est notre métier, vraiment. Et YouTube, attention. Mais sur YouTube, déjà, c'est assez différent parce que YouTube,
il n'y a pas de feed, si tu veux, sur YouTube. C'est-à-dire que tu vas un peu chercher le contenu que tu veux, alors que on te propose des choses. Mais tu vois, sur Facebook, il suffit que tu scrolles un peu, et là, tout de suite, tu trouves sur un post, tu tombes sur un post où tu vois des trucs zoophiles ou des choses, des vidéos, moi, qui parfois, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Qu'est-ce qu'ils font là? Voilà. Mais bon, attention, je ne veux pas vous déprimer. C'est super quand même ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ça permet aux jeunes d'apprendre des choses qu'ils n'apprennent pas à l'école, parce que clairement, il y a des grosses lacunes en ce moment au niveau du système éducatif. C'est-à-dire que je ne sais pas où ils font leur programme, mais peut-être qu'ils les font dans une maison de retraite. Voilà. Mais bon. Bah non, mais peut-être que en fait, nous, on s'est rendu compte, parce qu'en fait, on a travaillé sur pas mal de plateformes différentes, que ce soit Instagram, YouTube, Facebook, Snapchat ou autres sites en ligne, hein, clairement, mais même en radio ou en télé. Donc tout ça, ce sont des plateformes très différentes qui donnent du contenu différent. YouTube, on pense que c'est un petit peu la plateforme d'avenir pour la vidéo. Alors ça l'était dans le passé parce qu'il y a eu un énorme boom avec YouTube évidemment, mais là on revient en fait aux fondamentaux, et YouTube c'est un peu un des fondamentaux. Pourquoi? Parce que les gens veulent consommer des contenus plus longs, donc qui rentrent plus dans le fond des sujets, et YouTube s'y prête bien. Facebook malheureusement, bon, Instagram c'est pas du tout une plateforme pour la vidéo, enfin elle n'est pas vraiment adaptée. Les médias s'y adaptent mal malheureusement, et la vidéo franchement c'est pas le meilleur truc. C'est plutôt de l'image, bon, et des personnes surtout. Mais Facebook ouais, ne favorise pas forcément le fond, et en fait favorise plutôt l'engagement, c'est-à-dire les commentaires, et on peut trouver de tout et n'importe quoi. Sur YouTube, c'est plus du contenu de fond que sur Facebook. Donc préconiser peut-être YouTube. Tanguy, ça va dans ton sens, donc c'est super. Merci beaucoup. En plus, je vais gagner des abonnés, c'est génial. Moi, je pense que ce qui a tout changé, en fait, c'est qu'avant, les gens, ils étaient habitués en télé à subir. C'est-à-dire, on leur imposait un animateur, on leur imposait un créneau horaire, on leur imposait un format. Tout ça, ça a changé avec Internet. Aujourd'hui, un jeune, je prends Mathis, par exemple, lui, il n'a pas envie de regarder, il a envie de choisir ce qu'il regarde, quand il regarde et par qui c'est incarné. Donc, aujourd'hui, ça donne une liberté qui fait que la télé, elle paraît has-been pour un jeune, parce que il se dit, mais moi, j'ai pas envie de regarder ça à cette heure-là, et avec ce mec, je l'aime pas. Donc voilà. Donc aujourd'hui, ça a permis aux jeunes de tout choisir, et ça, je pense qu'on reviendra jamais en arrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se composer exactement le contenu qu'on regarde, on peut choisir les gens qu'on suit, on peut développer son propre contenu, et si on se dit, ah bah tiens, mais moi aussi, j'ai envie d'incarner, et ben aujourd'hui, on peut facilement, avec la technologie, avec un iPhone, remplacer une équipe de 5 personnes en télévision et faire le job soi-même et produire une vidéo de qualité qui sera exactement la même qualité qu'on peut avoir en télé. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé 15 ans en télé, j'ai travaillé sur des gros prime time pour TF1, je vois le nombre de dizaines de personnes avec lesquelles on travaillait pour à la fin aboutir à un programme. Aujourd'hui, ma chaîne YouTube, je fais tout seul, et je fais à peu près tous les métiers que je coordonnais avant. Donc ça, c'est l'avancée de la technologie, la facilité de l'accès à Internet, la surstimulation, je pense, sur le cerveau des enfants qui font qu'ils sont très matures par rapport au réseau et qu'ils grandissent dans une génération où, moi, souvent, chez YouTube, je rencontre des gamins qui ont 16 ans, mais qui produisent des vidéos, j'ai envie de leur dire, mais quand est-ce que tu as appris ça? C'est-à-dire qu'il est producteur, réalisateur, sa lumière elle est parfaite, le graphisme de sa miniature il va être incroyable, il va savoir la diffuser parfaitement sur les réseaux sociaux pour qu'elle buzz derrière. Le tout à 16 ans. Donc moi je lui dis, moi à 16 ans, je lisais des magazines, je jouais avec mes potes et je commençais à fumer des clopes. Voilà ce qui était à peu près mes journées. C'est pas bien ce que j'ai dit, il ne faut pas fumer. Voilà ce qui était à peu près mes journées. Aujourd'hui je suis face à des jeunes, j'allais dire des gamins, mais c'est pas du tout péjoratif, qui sont de réels petits entrepreneurs qui ont parfaitement compris le game dans lequel ils évoluaient et qui arrivent à performer et à sortir du contenu vraiment hyper intéressant pour leur âge. Donc moi j'ai un respect total pour cette nouvelle génération. Aujourd'hui j'ai 35 ans et j'ai l'impression d'être doublé par des jeunes comme lui. Et je trouve ça vraiment super cool parce que ça développe l'entrepreneuriat, la curiosité, la création, tout ça. Donc oui, je rebondis sur ce que disait Aurore tout à l'heure. Bien sûr que la télé est en train de mourir, hein. Ça c'est pas une légende, c'est pas un complot, hein. Vous regardez les audiences, hein, cherchez les audiences qu'ils faisaient il y a 10 ans, les audiences qui prenaient un samedi soir, regardez ce qu'ils font aujourd'hui, regardez ce qu'ils faisaient il y a 10 ans. Et vous divisez le chiffre au moins par 2. Donc la télé est clairement en train de mourir, mais c'est pas une mauvaise chose parce que Internet va proposer beaucoup plus de choses créatives, beaucoup plus de choses qui vont être intéressantes, et surtout les gens vont moins subir. Alors évidemment il y a des abus, mais comme partout j'ai envie de dire, évidemment il faut protéger les enfants des réseaux sociaux, mais il faut les éduquer,
Et en fait, moi, je veux dire, sur Internet, il m'arrive jamais rien. C'est-à-dire que si on ne cherche pas les ennuis, si on va pas fouiller dans des endroits où on se dit qu'on peut trouver des trucs qu'on n'a pas envie de voir, bah, c'est quand même assez rare, je trouve, personnellement, que du contenu choquant, offensant nous arrive comme ça dans la figure, parce que Facebook met quand même en place pas mal de filtres. Maintenant, il faut cliquer pour montrer la vidéo. Si on a un mec qui s'est égorché le genou, tu vois, il faut quand même regarder. Donc, je trouve qu'il y a quand même une prise de conscience qui fait que c'est pas du tout le Far West, en fait. C'est-à-dire que c'est un nouveau monde, mais c'est pas le Far West, quoi. Voilà. En fait, je dis pas ça dans le sens où on va avoir des trucs hyper violents et du sang et tout. Je dis ça dans le sens où parfois il y a des chaînes YouTube de mecs, enfin des chaînes Facebook, donc qui font penser à des chaînes YouTube, de mecs qui vont faire des chroniques, par exemple, sur des morceaux d'histoire ou sur, par exemple, un fait de société, une actualité, qui vont être totalement orientés. Et moi, par exemple, si je suis au courant de rien et que je connais rien et que j'essaye d'apprendre des choses, je vais regarder cette vidéo et je vais en sortir des infos qui sont tellement fausses. Voilà. Mais bon, après, oui, Non, c'est mais une t'as question complètement de raison, hein. faire Franchement, attention. le problème aussi d'Internet, t'as raison, c'est que ça donne c'est ça. tribune à tout le monde et C'est que ça. en gros n'importe qui peut se devenir un messager entre guillemets ou un influenceur, enfin appelez-le comme vous voulez, et que si en effet il a des mauvaises intentions ou qu'il a un mauvais traitement de l'info C'est ou ça. quoi, bon bah les gens vont prendre ça. Après il faut recouper derrière Voilà, et se c'est ça. renseigner aussi. Il faut pas C'est ça. prendre comme j'allais dire parole d'évangile ce qui sort de la bouche d'un influenceur parce que Complètement. sinon c'est pas bon. Complètement. Vous Moi, j'ai allez plein de acheter- copains. Vous allez acheter du coca toute la journée sinon. c'est pas bon. J'étais directrice de colonie de vacances et parfois il y a des enfants qui me sortaient des théories hyper complotistes et je leur disais mais oh, hey, oh, genre le 11 septembre c'est l'œuvre de bon des trucs nimp. Voilà, et je leur disais mais d'où tu sors ça? Et puis ils me disaient bah c'est un mec qui s'appelle Osons Causer. Enfin ils me sortaient des noms de youtubeurs qui sont hyper connus, qui ont des millions d'abonnés. Et je me disais, mais waouh, ok, faut vraiment que derrière aussi les parents fassent un petit travail quand même de check, même si en effet c'est magique ce qui se passe sur YouTube. Moi, nous, on était hyper tristes quand on était au lycée, on se sentait incomprises, on était vraiment en dépression. On disait, l'école ne nous apprend pas ce qu'on aimerait savoir, surtout nous prend pour des débiles, on se sent un peu outsider. Et en revanche, quand on est sur Internet et qu'on peut faire des vidéos, on est épanoui, quoi. Ça change beaucoup de choses. Je rebondis par rapport à ça. Et justement, vous avez à la fois un côté pédagogue hein, et en même temps, il faut que ce soit vos formats récréatifs. Et comment vous arrivez, après on donnera la parole à Mathis hein, pour avoir un petit peu son feedback aussi par rapport à tout ça, mais comment vous arrivez à trouver cet équilibre hein, avec ces nouveaux formats, des tons qui sont un ton YouTube un petit peu comme ça, avec des codes qui sont vraiment spécifiques, qu'on repère tout de suite, et comment on arrive à trouver cet équilibre, ce qui n'est pas forcément évident. Par exemple, pour Toupette, pour la chaîne de Tanguy, bon, on parle de comment on s'occupe d'animaux, donc derrière, il y a des enjeux importants. Et comment on arrive à trouver cet équilibre-là? En fait, c'est un peu toujours pareil. C'est-à-dire que moi, quand j'étais à l'école, j'avais des profs qui étaient hyper chiants et d'autres qui étaient hyper fun. Et en fait, j'aimais apprendre avec des profs fun. Par contre, j'aimais moins avec des profs chiants. Et je pense qu'en gros, on peut très bien apprendre tout en mettant... Le fond, en fait, va être sérieux, mais la forme va faire que ça va être rigolo, qu'on va faire des vannes, qu'on va avoir un bon rythme, qu'à l'image, ça va être moderne, qu'il va pas y avoir des tunnels où on s'ennuie, et qu'à la fin, le format est attrayant et le fond, on apprend. Donc, c'est vraiment un mix entre... avoir envie d'apprendre en se marrant et en s'amusant. Moi, je suis pas quelqu'un de sérieux, c'est-à-dire que je suis pas austère, je suis pas là pour apprendre un truc. Oui, un hamster, il faut que tu lui donnes tant de grammes de graines par jour. Non, c'est bon. Ça, on n'est pas là. Il y a des gens qui le font mal et c'est très bien, tant mieux. Comme ça, les gens regardent mes vidéos et ça les fait marrer. Mais voilà, donc je suis toujours parti du principe que pour transmettre du savoir ou pour apprendre, on peut le faire en s'amusant. Et j'écris mes vidéos comme je suis dans la vie, en étant fun et en me prenant pas trop au sérieux. Et je pense que c'est un peu les filles, c'est un peu pareil. Je pense qu'elles vont voilà. Et Aurore aussi par rapport à la chaîne What the Fake, hein, comment vous arrivez à trouver un petit peu C'est ce... exactement ça, c'est-à-dire là, en l'occurrence, je sais pas si ça marche. Oui. What the Fake, les numéros de What the Fake sont des enquêtes. En fait, chacune est une enquête. Et donc, l'enquête est faite de manière très sérieuse avec les vieilles méthodes, j'ai envie de dire, de journalistes, de recouper les infos, de protéger nos sources. On enregistre les coups de fil qu'on doit passer, on note tout. Voilà, on fait les choses les plus sérieusement en amont. Mais le produit définitif, final, c'est comme Tanguy. Hein, c'est voilà, on va sortir des déguisements, on va faire des séquences tournées, on va aller tourner chez les gens au lieu d'y aller avec notre bâton de pèlerin, notre micro. On va y aller déguisé et avec notre micro. Et voilà, les déguisements, c'est plusieurs de choses. Et surtout,
voilà, expliquer les choses clairement. Je pense que chacun dans sa chapelle a l'occasion d'étaler son savoir et d'être tout à fait encyclopédique si on a envie. Et c'est pas le but, c'est de parler au plus grand nombre, d'être simple. Je pense que quand on est simple, on parle simplement aux gens, ben, tout se fait déjà beaucoup plus facilement. Et ben, on rajoute du fun par-dessus et normalement, ça fonctionne. D'accord. Et avec la chaîne Fresh, c'est vrai qu'au début, c'est un format finalement assez classique. C'est une interview face caméra euh, d'un invité, d'une invitée connue ou pas connue, spécialiste ou pas spécialiste d'un sujet, et avec des sujets qui sont très diversifiés. Et comment vous arrivez quand même déjà, comment vous choisissez vos sujets et vos invités et vos thématiques? Alors, c'est vrai que le format Facecam, c'est devenu un format très classique, comme tu viens de le dire. Oui, enfin, ouais. Ça Oui. reprend les formats télé, Ouais, hein. un petit peu. Mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, quand on a commencé à le faire, c'était pas forcément un format classique. Et en fait, tous les bruts, les combini ont commencé à le reprendre quand on l'a un petit peu. On se l'est un peu approprié, ce format Facecam. Nous, en fait, c'était vraiment. Au début, il n'y avait jamais de gens connus. C'était que des gens lambda et des gens qui avaient forcément des choses à dire, mais qui n'étaient pas connus. Et justement, on a pris un pari un petit peu d'interviewer des gens qui n'étaient pas connus, qui avaient juste des trucs intéressants à dire. Et en fait, ça a marché. Et le format Facecam, du coup, bah, est devenu hyper viral sur les réseaux sociaux et tout le monde l'a un petit peu repris. Je pense qu'il faut simplement s'adapter, bah, au nouveau format qui marche et innover forcément. Surtout, en fait, ce qu'on faisait, c'est que c'est un peu. Bah, on essayait de prendre, comme Tanguy l'a expliqué, ce qui est important, c'est l'enveloppe. En fait, si l'enveloppe est stylée, c'est-à-dire que si la personne qui vient raconter un truc et parle bien, est cool, s'habille comme les jeunes s'habillent. Enfin, en fait, le problème de la télé, pourquoi ça saoule tout le monde et pourquoi l'école saoule tout le monde, c'est parce que on a l'impression que les gens vont nous parler de trucs, mais ils l'incarnent tellement mal que on s'endort. Enfin, ça nous saoule. Voilà, on comprend pas. Sauf que si quelqu'un est un bon représentant d'une cause, ou si quelqu'un, visuellement en tout cas, parle à son audience, bah ça va marcher. Enfin, c'est vraiment la même chose que les autres. C'est juste, faut être cool, quoi. Ça veut pas dire être cool. Bon, voilà, quoi. Non, mais c'est ça, t'as raison, c'est de rendre un emballage sexy. Si tu rends L'emballage. l'emballage sexy, en fait, s'il le fond est crédible et en tout cas est intéressant et tout, l'emballage va faire que les gens vont revenir, C'est vont le ça. regarder, vont pas s'ennuyer. C'est que Et un spécialiste de ça, tu vois, je réfléchissais là, je me disais, tu prends un mec comme Michael Moore qui fait ses documentaires, les Bowling for Columbine et tout. Déjà, il y a 15 ans, il te faisait des animations graphiques pour t'expliquer les problèmes des armes aux États-Unis avec la NRA, des trucs très très graves qui font des tueries, mais avec des petits personnages un peu rigolos, il le détournait. Et t'arrives à te marrer en regardant un truc sur un sujet qui est vraiment très grave, hein. Il parle de tuerie dans les écoles, donc si tu veux, il n'y a rien de plus qui te peut plus te plomber, hein. Et pourtant, il te fait des petits sujets en animation hyper funky où t'as la petite balle du revolver qui va parler. Et tu regardes un truc en te disant waouh, je viens de regarder un truc, le fond était très lourd, mais la forme m'a fait marrer. Et du coup, on peut faire passer tous les messages qu'on veut. L'essentiel est de bien le faire en fait. Et juste, je rebondis sur ce que vous dites. En fait, je pense qu'il y a quelques années, surtout, ça se faisait pas de parler de quelque chose sérieusement ou sérieux avec un emballage funky. Je pense qu'on avait peur de ne pas être pris au sérieux, etc. Grosso modo, comme exemple, j'en ai qu'un, c'était C'est pas sorcier. Il y avait qu'eux qui faisaient un truc à peu près funky pour la jeunesse, sérieux, scientifique, mais avec un truc regardable, j'ai envie de dire. Et en fait, ils étaient les seuls. Enfin, il y avait en format grand public pour la jeunesse de vulgarisation. Il n'y en avait pas beaucoup. Et je pense que maintenant, c'est beaucoup plus accepté de faire quelque chose funky, mais sans qu'on remette en cause le fond, en fait. Je pense que maintenant, c'est plus acceptable. Alors, j'aimerais revenir sur justement comment on peut différencier une chaîne ou, sur une page Facebook ou sur YouTube, hein, une chaîne sérieuse d'une chaîne qui va en fait nous amener, nous diffuser des informations qui peuvent être complètement fausses. J'aimerais avoir l'avis de Mathis là-dessus. Comment lui, et puis aussi ses amis au lycée, comment vous faites le tri? Alors, le tri, c'est difficile à dire. En fait, généralement, quand il y a une chaîne qui déploie des informations qui sont fausses, généralement, ça se voit très rapidement. Ou donc, soit ça se passe comme ça, soit, bah, en fait, sur YouTube, moi je suis très YouTube, on regarde plein de vidéos.
Et généralement, les informations, elles se recoupent d'elles-mêmes parce on a regardé une vidéo qui parlait de quelque chose où le fond était faux. En fait, on va regarder plus tard une vidéo et en fait qui démonte totalement l'autre. Et en fait, on se repose les questions. Et petit à petit, en fait, on arrive à voir vraiment plus rapidement les informations qui sont vraies ou fausses. Et puis, je pense aussi qu'en étant sur Internet, on développe un esprit critique très très rapidement. Parce que, parce qu'il y a beaucoup de débats, parce qu'il y a, voilà, moi je sais pas trop comment exprimer, mais ça se voit tout de suite quand une info elle est fausse. Voilà, je sais pas vraiment. Mais ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que Internet, comme ça donne une tribune à tout le monde, avant tu regardais une émission de télé ou tu regardais un contenu, bon bah si tu as envie de réagir avec, s'il y avait personne sur ton canapé ou si avec ton chien, bah tu réagissais avec ton chien. Maintenant, sur Twitter par exemple, si tu es tout seul chez soi, bah tu peux réagir avec des milliers de gens qui regardent le même programme que toi en même temps, le même contenu ou la même vidéo, ou même l'espace commentaire. Et donc du coup, ça va te stimuler pour débattre, réagir, donner ton avis, alors qu'avant tu n'avais pas d'endroit où tu pouvais donner ton avis. Et ça a quand même ouvert. Et c'est là aussi que tu vois du fake, parce que tu regardes une vidéo qui va faire 1 million de vues sur Facebook, mais si tu regardes les likes et que tu vois qu'il y a 200 000 gens pas contents, tu vas dire, bon, déjà, il y a un problème. Les gens qui l'ont regardé, ils ont réagi à la vidéo bizarrement. Et si tu regardes le premier commentaire qui va être remonté parce que c'est celui qui a le plus de likes ou quoi, souvent, si c'est du fake, le premier commentaire va être souvent dans ce sens-là. Donc c'est vrai, tu as raison, c'est facile de voir, mais il faut quand même recouper de l'info derrière. C'est-à-dire que tu es quand même obligé de refaire un traitement derrière et de te dire, bon, est-ce que vraiment ce que m'a dit ce mec dans sa vidéo, c'est vrai? Si tu regardes pas les autres vidéos derrière, bah tu peux le laisser influencer. Mais du coup, tu vois, tu as déjà une âme d'enquêteur. Ouais, mais en fait, on se recoupe naturellement parce qu'on regarde des vidéos et vu que, en fait, les vidéos, elles vont, enfin, en tout cas, celles que je regarde, elles vont jamais vraiment en profondeur. C'est plus de la découverte. Et après, si on veut aller plus loin, on va aller voir des trucs plus sérieux, plus classiques. En fait, donc vu que ça reste très de surface, toutes les vidéos se recoupent un peu naturellement. Et donc, voilà, le recoupage se fait très rapidement. J'avais une autre question pour Mathis. C'est quand même la star, c'est lui on est Startup for Kids. Voilà. C'était, est-ce que les professeurs commencent à utiliser des vidéos YouTube pour appuyer leurs cours ou proposent en référence des vidéos YouTube? YouTube, non. Clairement, non. Alors, des fois, ils utilisent des vidéos des livres scolaires, tout ça. Mais YouTube, non, jamais. C'est une bonne question. Pourquoi? Vraiment, pourtant, les vidéos... Il y avait une vidéo que j'avais regardée, justement, qui disait et si YouTube était une école? Et en fait, ils recoupaient toutes les chaînes qui pouvaient enseigner les matières qu'on utilisait, qu'on avait en cours. Donc il y avait de l'histoire, il y avait des maths, il y avait toutes les matières. Et ces vidéos-là, elles expliquent très bien. On comprend tout de suite, mais pourtant elles ne sont pas utilisées à l'école. C'est une question. Je pense que ça dépend des filières. Je pense que les filières spécialisées utilisent quand même pas mal le contenu YouTube. Moi, je vois dans les écoles d'animalerie, ils utilisent beaucoup mes vidéos. Je reçois toutes les semaines des snaps de gamins qui sont en cours et qui m'envoient ma tête sur un truc et je me dis, bon, pourquoi pas. Et j'ai des profs qui me contactent de temps en temps en disant qu'ils aiment bien mon contenu, qu'en fait c'est attrayant et qu'au lieu de faire un cours magistral pendant 1 heure, ils leur balancent une de mes vidéos pendant 20 minutes et que et les élèves sont contents et les profs aussi. Je pense que ça demande beaucoup de taf pour les profs parce qu'en amont, il faut regarder les vidéos, il faut qu'ils soient sûrs de pouvoir diffuser l'influenceur entre guillemets sans qu'il y ait de problème derrière, qu'il y ait un double discours ou un double truc et que les profs sont un peu peut-être frileux par rapport à ça dans les filières classiques. Mais je pense que dans les filières spécialisées, ils vont de plus en plus utiliser du contenu parce qu'en plus c'est à la demande des élèves. C'est-à-dire que quand un élève il va voir un tuto de code, à un moment il va dire mais attends, si t'as une chaîne, allez balancez-nous la chaîne de Mathis ou de Micode par exemple qui marche bien en ce moment parce que c'est sexy, que c'est attrayant et que le prof a tout intérêt à capter l'auditoire de cette façon plutôt que d'imposer une pédagogie ou une méthodologie qui peut être soit un peu has-been, soit moins attrayante, quoi. C'est vrai que ça, c'est très nouveau. C'est vraiment un truc de ta génération. Parce que nous qui avons 25 ans, donc ça va, on n'est pas non plus... Enfin, je veux dire, on est aussi millennials. Moi, en fait, le premier souvenir de trucs que j'ai appris en vidéo pour un examen ou un truc comme ça, c'était pour le permis de conduire. Quand j'ai passé mon permis,
on m'avait dit surtout regarde cette vidéo juste avant d'aller à l'examen, parce que ça va te faire un espèce de condensé de toutes les questions qu'on peut te poser. Et en fait, c'était ouf. Et je me suis rendu compte de ça. Et vous, ça doit être extraordinaire de pouvoir avoir des cours en vidéo en vrai, parce que tu as des mecs qui vont t'apprendre des trucs sur ton programme. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus didactique. C'est clair que, alors, en maths, généralement, c'est les maths parce que les maths, c'est vraiment la matière où toujours, il y a toujours la moitié de la classe qui comprend pas grand-chose. Mais en fait, oui, les 2 tiers même les 3 quarts. En fait, tout de suite, bon, je comprends rien. Ce soir, je vais voir les bons profs sur Internet. Clairement, c'est tout le temps ça. Bon, les bons profs, où il y a Yvan Monca, je crois, aussi en maths. Enfin bref, c'est toujours comme ça. Mathis, c'est pourquoi tu vas pas voir ton prof à la fin du cours en disant j'ai pas compris et je vous propose et tu y envoies, vous me donnez votre mail, je vous envoie des liens. C'est pas possible? Ou tu y as jamais pensé? Bah, si j'y T'as ai, peur de le vexer? si j'y ai pensé, mais voilà, le prof, c'est le prof. Il est un peu. Ouais, mais le prof, c'est une personne comme une autre. Elle a Internet quand elle sort du cours et elle sera peut-être ravie d'avoir. Je pense que les profs sont démunis. Pour avoir fait de l'éducation aux médias depuis les attentats en France, le déclic dont je vous parlais tout à l'heure, ça fait donc, ouais, 2-3 ans vraiment que je vais dans les écoles, lycées et collèges. Je constate que les enseignants sont juste démunis. Alors, ils ne savent pas forcément faire autrement que comme eux, on leur a appris. Ce qu'il faut savoir, c'est que les enseignants, on leur apprend pas à apprendre, hein. On leur apprend une matière, ils sont qualifiés sur une matière, et ensuite, on ne leur apprend pas à apprendre. Ils ont eux-mêmes, chacun, leur technique ou pas, justement. Et donc, c'est pour ça que ça fait qu'un enseignant peut être très bon ou pas très bon. N'hésitez pas à réagir, hein, dans... Mais justement, bah, nous, oui. Alors, Oui. nous, par exemple, on travaille avec Belin Éducation, qui est une maison d'édition de livres d'école, livres scolaires. On leur produit des contenus aujourd'hui, surtout au niveau des langues, parce qu'ils se sont rendus compte en fait que les jeunes, ils ont la flemme d'apprendre par exemple l'anglais en lisant un livre. Moi, j'ai appris l'anglais parce que mes parents, quand j'étais petite, ils me montraient Toy Story et Nemo en anglais sans sous-titres. Donc ça me forçait un peu à comprendre ce qui se passait. Donc aujourd'hui, on leur produit des vidéos et ils nous expliquent très bien qu'ils essayent de vendre des programmes aux écoles, mais que c'est compliqué parce que ça prend des mois et des années pour eux de comprendre qu'il faut qu'ils achètent ces programmes. Mais en revanche, moi, je pense que c'est pas le rôle de Mathis de demander à son prof de mettre des vidéos sur YouTube, mais c'est peut-être le rôle des parents. Mais bon, ça, c'est pas un truc en mode vous auriez dû le faire, c'est nul ce que vous faites. Mais justement, à partir d'aujourd'hui, de vous réunir peut-être avec les autres parents et de demander aux profs bon, bah les gars, est-ce qu'on peut pas essayer de trouver un système un peu plus simple? Et moi, je sais, pour avoir travaillé avec des professeurs, qu'ils attendent que ça, mais qu'ils ne peuvent pas forcément. Oui. Merci, merci pour vos exposés. Je voudrais réagir, s'il vous plaît, avec 2 questions. La première, c'est est-ce que justement, il n'y aurait pas un effet pervers de ce phénomène, dans le sens où maintenant, du fait qu'il y a toujours ce côté fun, cool, divertissant, amusant, bah, à force d'avoir de plus en plus ça, bah, les enfants à l'école, finalement, on les pousse à s'ennuyer fatalement de plus en plus, parce que du coup, quand il n'y a plus ce côté fun, amusant, eh ben, au bout de 30 secondes, ils décrochent. Et est-ce que c'est pas quelque part un vice de cette tendance? C'est que maintenant on peut plus rien apprendre, ni on peut plus se concentrer sur rien s'il n'y a pas le côté rigolo, ça s'amuse, ça rigole. Voilà, première chose. Et juste deuxième chose, s'il vous plaît, sur l'histoire des fake news, etc. Moi je comprends pas trop, parce que à la base, Internet c'était quand même un espace de liberté où on pouvait justement produire des choses, écouter des choses, échanger, partager, et puis aussi contester, ne pas être d'accord forcément avec ce qu'on nous raconte. Et j'ai l'impression que ça, maintenant, c'est de plus en plus surveillé, d'ailleurs c'est de plus en plus censuré, voire criminalisé. C'est que voilà, j'ai l'impression que maintenant, il faut vite rentrer tout le monde dans le rang, parce que c'est très grave si jamais ils vont ils vont contester les versions officielles ou croire qu'il y a quelque chose. Par exemple, pour revenir sur l'histoire de 11 septembre, je veux dire, bon, si quelqu'un n'a pas envie de croire à la version officielle du gouvernement américain sur les attentats du 11 septembre, je veux dire, où est le mal, quoi? Où est le problème? S'il n'a pas envie d'y croire, pourquoi il faut absolument maintenant, de plus en plus, que Internet aussi soit mis au pas et qu'on force les gens à dire ah non, ça c'est pas bien, tu dois pas y croire, tu dois pas le regarder, tu dois pas l'écouter.
Voilà, je comprends pas pourquoi maintenant Internet aussi subit de plus en plus cette répression, quoi. Je vais peut-être répondre à la deuxième partie. Pour le fun en cours, je laisserai les autres répondre. Juste pour cette histoire de contestation des versions officielles, par exemple. Je pense que le Internet et le format, enfin le format et le média le plus adapté, il est toujours un espace de liberté, il est toujours un espace de contestation. Il est surveillé, il est encadré de plus en plus, certes. Mais je pense qu'il faut faire une distinction entre remettre, étaler du doute, c'est-à-dire dire attention, il faut examiner chaque élément. Je pense que le doute, il est positif. Je pense que douter de tout, c'est une très bonne chose, y compris la version officielle, y compris ce qu'écrivent les journalistes professionnels. Je suis la première à dire, nous, on n'est pas, voilà, il ne faut pas prendre ce qu'on dit comme parent d'évangile, on est humain, on peut faire des erreurs. Mais après, juste derrière, la virgule après, il y a le négationnisme, le complotisme, toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va contester le 11 septembre. Je vois pas que, enfin, vous estimez, vous en tant que personne, estimez acceptable de contester le 11 septembre. Moi, j'estime que c'est pas acceptable parce qu'on peut compter le nombre de morts. Donc maintenant, vous pouvez dire que ça n'existe pas, mais moi, j'ai des preuves. Ah là, d'accord. Bon, mais l'étape d'après, c'est de contester ensuite, voilà ce qui s'est passé dans les camps en 39-45. Enfin, je veux dire, après. Alors dans ce cas, avec ce raccourci, il ne faut plus rien contester. Non, 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 il faut contester, il faut le faire, mais il faut le faire en disant. Il y a un principe qu'on utilise sur What the Fake, c'est qui dit prouve. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais vous me le prouvez. C'est simple. Ou alors vous essayez de me le prouver en tout cas. Vous me balancez pas un autre lien d'un autre truc YouTube avec quelqu'un qui est face caméra qui dit ouais là il y a un problème sur ça. Je veux voir, je veux des chiffres, je veux des faits. C'est ça la différence. On peut contester tout, mais avec des faits et des chiffres. Et pour le côté fun, nous, par exemple, on fait des vidéos parfois qui sont très, très, très sérieuses, en mode vraiment, parce qu'on va parler de sujets comme l'excision ou comme les violences faites aux femmes, qui ne sont pas des sujets sur lesquels on peut rigoler. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir un youtubeur qui va faire des blagues dessus. En revanche, ce qu'on privilégie, c'est juste la belle enveloppe. C'est-à-dire que la personne qui va parler aux jeunes, pour que ça les touche, comment ? Exactement. Non seulement la passion, et en plus, le côté, c'est très con, c'est de la com pure. Mais cette personne va porter par exemple un t-shirt Suprême, va avoir des baskets Nike, va en fait incarner tous les codes qui parlent aux jeunes et auxquels ils peuvent s'identifier. Exactement. On leur permet de s'identifier. C'est-à-dire, ça va être très sérieux. On fait parler par exemple des femmes. On a fait parler une fille, une influenceuse qui était grande brûlée et qui parlait de son expérience. C'est une vidéo très sérieuse. Tu regardes la vidéo, franchement, tu pleures. Mais cette fille incarne quelque chose qui fait qu'on a envie de l'écouter. Voilà. Elle parle avec passion, elle a vécu le... Oui. Du tout. Ça dépend de la cible. Moi, ma mère, elle va regarder... Ah ouais. Bon, alors pas de photo. Hein. Ça va? Non, en fait, vous dites qu'il faut que ce soit attrayant, que ce soit sympa à regarder, et vous citez des exemples de tenues vestimentaires adaptées aux jeunes. J'ai envie de dire, tous les exemples que vous prenez jusqu'à maintenant, c'est un peu axé jeune. Pourquoi uniquement jeune? Alors, il faut savoir qu'en fait, aujourd'hui, la communication et le monde de la publicité, il y a des études qui sont sorties qui expliquent que, en vrai, tout le monde essaye de toucher les jeunes. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, toucher un jeune, c'est aussi, en réalité, toucher les adultes, déjà, qui veulent peut-être comprendre ce qu'aiment les jeunes et qui veulent aussi se sentir un peu plus jeunes. Je ne saurais pas trop comment l'expliquer, mais je sais que moi, ma mère, par exemple, qui est vraiment une dame de 55 ans, avocate, bien sous tout rapport, elle aime bien aussi être au courant de ce qui se passe, de pourquoi est-ce qu'on achète le maquillage de Kylie Jenner, pourquoi est-ce qu'on aime la marque Nike. C'est une évolution comme une autre. On parle des jeunes, mais en vrai, notre but, c'est de toucher tout le monde. Et on pense que ça touche tout le monde parce que quelqu'un qui a, on va dire, plus de 50 ans, ça ne le dérange pas plus que ça que quelqu'un porte des Nike. C'est juste que ça va parler aux jeunes et que l'adulte a assez de recul pour s'intéresser plus au fond qu'à la forme. Je ne sais pas si vous voyez. Après, ben, nous, par exemple, dans nos vidéos, Jeunes, grands-parents et compagnie.
ne sont pas du tout la cible de Eh ben, tous ces youtubeurs. et je Moi, vois par ce que- exemple, je vois mon fils qui passe un temps fou sur les vidéos et YouTube en général, hein. Et je suis systématiquement obligée de lui dire stop, ça suffit, les vidéos, ceci, cela. Donc j'ai l'impression quand même qu'il y a un effet addictif pour nos jeunes, même s'il y a des chaînes, entre guillemets, intello, qui leur permettent de faire que leur culture générale s'améliore et compagnie. Mais il n'empêche qu'il y a aussi, grâce à YouTube, beaucoup de dérives et beaucoup d'enfants qui regardent des vidéos, même si elles sont intéressantes, mais ils passent une bonne partie de leur temps sur Internet. On va poser Alors, la question à Mathis. justement. Sur ce sujet-là, c'est vrai un moment. En fait, moi, au tout départ, quand j'ai commencé à programmer, c'était que j'étais fan de Minecraft. Voilà, mais vraiment, je passais mes journées dessus. C'était très inquiétant. J'en étais même devenu addict quand je repense à cette période-là. Je me dis, mais qu'est-ce que je faisais de mon temps? Mais c'est nul ce jeu. Mais non. Et en fait, à un moment, ça m'amusait plus. Et en fait, je pense que c'est exactement pour ça, pareil pour YouTube. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait quand ça m'amusait plus? Parce que toute ma vie tournait autour de ça, finalement. Et ben, j'ai commencé à créer une plateforme pour que tout le monde puisse rejoindre mon monde Minecraft. Et c'est là que j'ai commencé à programmer. C'est là que j'ai connu mes premiers trucs. Mathis. Tout le monde n'est pas Mathis. Moi, tu vois, par exemple, j'ai 2 enfants aussi. Et je le constate même pas passer par les enfants. Moi, hein, quand j'ai mon portable, je vois des notifs. Bon, tiens, je vais checker sur Twitter, je vais tweeter un truc. Et en fait, j'ai passé 1 heure. Tu vois, j'ai passé 1 heure. C'est hyper chronophage. Et pareil, mon fils qui me dit qu'il a un exposé sur les océans. Bah, il y a des super vidéos. Moi-même, je vais aller chercher ces liens. Je lui dis, tiens, je lui envoie des liens pour lui dire, tiens, regarde ça, ça va être en complément de ton contrôle. Tu peux regarder. Et lui, il commence à regarder. Et il fait comme moi. Il va voir une autre vidéo qui est un petit peu en lien avec. Il va aller regarder une autre vidéo. Et en fait, il reste quand même très en surface. C'est ce que tu disais, hein. C'est qu'en fait, profondément, tu ne vas pas réellement être un chercheur, en fait, quand tu regardes ce genre de vidéo. Tu as passé presque 3 heures à regarder des vidéos. Et après, tu arrives à saturation. À un moment, tu atteins l'asymptote, je suis d'accord. Mais tu vois, quand tu es enfant, tu as pas mal de choses à apprendre. Tu es là aussi pour apprendre. C'est le meilleur moment aussi pour apprendre. Et en fait, il y a la génération zapping. Moi, je le vois parce que je suis aussi parent d'élèves, je parle avec les profs. Et ils sont désemparés, certes. Ils ont peur, certes, de tout ça. Parce qu'ils n'arrivent pas à changer, parce que eux, chacun se retrouve tout seul face à l'éducation nationale. Ils ne peuvent pas changer tout seuls les méthodes, hein. Ce n'est pas si facile que ça. Et ils sont devant des générations, pas télé, parce que moi, je suis une génération télé, et génération, je zappe. Je suis hyper critique, mais je prouve pas forcément ce que je dis. Et dès que ça m'intéresse pas, je sais que le soir, je regarderai YouTube et puis j'apprendrai plus. Sur Wikipédia, j'ai pas besoin de prof parce que je tape Wiki et j'ai tout ce qu'il faut. Et qu'est-ce que j'apprends? En fait, je me retrouve avec plein d'enfants qui pensent savoir et qui ne savent pas et qui ont perdu beaucoup de temps. Est-ce que Non, mais ça doit tu vois rester un complément Ouais. à l'école. Ça, c'est sûr. L'école, c'est hyper important, mais c'est magique ce qui se passe sur Internet. Vous vous rendez pas compte? Nous, avec Julia, on n'aurait jamais eu une boîte qui est méga rentable à 25 ans. Nos études, en vrai, ça nous a servi à apprendre des trucs, à avoir une méthodologie dans le travail. Mais en vrai de vrai, on n'avait pas besoin de nos études pour faire tout ce qu'on a fait. Et c'est grâce aux réseaux sociaux qu'on en est là, nous, tu vois. Parce que on a appris tout ce qu'on a appris sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que on travaille sur les réseaux sociaux et aujourd'hui, la plupart des entreprises ne peuvent pas s'exonérer des réseaux sociaux et de ce qui se passe sur YouTube. Donc c'est hyper utile. Et malgré tout, moi je vois ma petite sœur, l'autre jour, elle a 16 ans, l'autre jour on était à table et puis elle m'a sorti, d'un coup, on parlait d'un truc, elle m'a sorti une référence à Tchaïkovski. Je lui dis, oula, elle regarde Les Anges de la télé-réalité aussi, hein, la petite. Donc je lui dis, d'où tu sors ça?
Et en fait, elle le sort d'Internet, elle le sort de YouTube, parce que c'est dès que tu consommes un contenu, même si, par exemple, je vais lire une affiche là dans la rue, je peux avoir une information relative à ce contenu directement sur Internet. Et c'est magique. Ça aide vraiment à comprendre certaines choses. Bah après, ça dépend. Moi, je sais que par exemple, il y a des familles il faut aussi une base éducative dans la famille. C'est-à-dire que si on apprend à nos enfants à consommer des contenus qui sont un peu responsables, bah, les enfants, ils vont consommer plus intelligemment sur Internet. Mais si on leur dit, tiens, vas-y, kiffe, va sur Fortnite et laisse-toi aller, évidemment, ça va être nimp. L'importance de créer des règles, et c'est là où on répondait un petit peu à ce que tu disais, c'est l'importance en fait de... Alors c'est très difficile pour les nouveaux parents, parce que forcément c'est une nouvelle génération, c'est des nouvelles habitudes, etc. Mais moi je me rappelle que quand j'étais plus jeune, je passais ma vie devant la télé. Mais je pense qu'un jeune aujourd'hui qui choisit ce qu'il veut consommer, qui complète ses cours avec des produits spécialisés, bah, c'est beaucoup plus rentable intellectuellement que les pratiques qu'on avait nous à regarder des émissions un peu débiles à la télévision. C'est ça, c'est qu'on dit tout le temps, ouais, les jeunes, ils sont trop sur Internet. Mais rappelez-vous que nous, il y a 10 ans, moi, je rentrais de l'école à 16h30 jusqu'à 22h, j'étais devant la télé. Et alors, c'était pas non plus un télo ce que je regardais Nicky Larson et je regardais MCM, des trucs de musique. Enfin, on n'apprenait rien non plus. Et on jouait à la console toute la journée, pareil. Hein. Il y a Tanguy qui voulait. Ouais, moi c'est ce que je voulais dire. C'est aussi vous, en tant que parent, de rationaliser la consommation de vos enfants. Moi, quand j'étais petit, si on me disait pas d'arrêter de manger des bonbons, je pouvais manger des bonbons jusqu'à me faire péter le bide. Hein. Et pareil la télé. Je veux dire, si on me coupait pas la télé, bah, je pouvais regarder la télé pendant 20 heures non-stop et à me dire non, je suis pas fatigué, je te jure, maman, je vais pas me coucher, je vais encore regarder un truc. Non, je pense que c'est aussi aux parents d'aiguiller les enfants sur du contenu à regarder, sur surtout le temps de leur laisser, de pas leur laisser. Alors après, chaque éducation est différente, mais moi je sais que si j'avais un enfant de 10 ans aujourd'hui, il n'aurait pas un smartphone toute la journée dans la poche, ça c'est sûr, parce que la stimulation de l'écran est beaucoup plus attractive que ce qu'on a connu nous, que si tous les parents qui sont là, je leur disais, est-ce que ça vous embêterait de laisser votre gamin pendant 10 heures dans une bibliothèque? Vous allez tous me dire, bah non, c'est cool, il va lire plein de bouquins, il va pouvoir s'instruire et tout. Internet, c'est pareil, sauf que comme c'est beaucoup plus attrayant, il faut faire le choix et il faut non pas en effet se perdre, parce que ce que vous dites c'est très intéressant de dire qu'il va faire 3 heures de recherche pour à la fin avoir une synthèse qu'il aurait pu avoir peut-être en 10 minutes dans un bouquin. Mais c'est à lui aussi d'apprendre comment aller direct à l'information, c'est à vous de lui expliquer aussi, bah voilà, là tu vois, tu perds ton temps, tu tournes autour du pot alors que ça sert à rien ce que tu fais. Donc je pense que la notion éducative des parents est hyper importante pour encadrer les enfants sur Internet. Qu'Internet leur donne un outil vachement bien, mais que cet outil, il faut apprendre à le maîtriser. Et pour ça, bah, vous êtes là, et c'est le rôle de chaque parent de donner à son enfant les meilleures clés pour réussir dans la vie et lui apprendre à se servir d'Internet. Je pense que c'est une très bonne clé. Et voilà, et que ça reste attractif et qu'il en fasse quelque chose de bien. Et qu'en effet, on peut prendre un gamin qui va être complètement addict à un jeu vidéo, qui va regarder des tonnes et des tonnes de vidéos autour de jeux vidéo. Vous allez lui dire, mais tu joues même pas, tu regardes des vidéos de gamers. Ouais, mais c'est le même vice que j'avais avec le Club Dorothée quand j'étais gamin et que je pouvais me regarder 7 heures de vidéos animées comme ça devant la télé et que mes parents me disaient mais qu'est-ce que tu fais à regarder ça tout le temps? Ouais. Bah, chaque génération c'est ses problèmes et je pense qu'en l'encadrement bien on peut arriver à prendre le meilleur et laisser le pire. Et puis, vous savez pas, moi, par exemple, j'ai un ami, il était fan de jeux vidéo, il faisait que jouer aux jeux vidéo. Je me rappelle quand il était petit, sa mère, elle l'engueulait tout le temps. Elle lui disait, mais arrête, va travailler. Sauf qu'aujourd'hui, il est le mieux payé d'une entreprise qui s'appelle Blizzard, qui est une entreprise de développement de jeux vidéo. Et il est développeur de jeux vidéo. Parce qu'il a fait Bon, après, c'est des cas, c'est des super histoires. Oui, c'est ça. C'est des super histoires. Mais si il expliquait à sa mère depuis qu'il est petit, oui, mais c'est ça que j'aime et c'est ça que je veux faire. Après, bon, si votre enfant, c'est pas ça qu'il veut faire, voilà. Mais ça peut aussi créer des belles histoires. Moi, mes parents, ils me disaient tout le temps, mais Élise, arrête de faire des vidéos, arrête de vouloir être dans les vidéos, continue tes études de droit, sois sérieuse. Sauf qu'aujourd'hui, je gagne des centaines de milliers d'euros par mois parce que je fais des vidéos. Et voilà, il faut écouter aussi ses enfants. Et aussi, c'est très intéressant, en tant que parent, vous avez aussi la responsabilité de connaître les programmes que vos enfants consomment pour aussi leur en recommander d'autres. Moi, ma mère, elle recommande à ma sœur des chaînes YouTube. Elle lui recommande même des comptes à suivre sur Instagram en toute intelligence. Et puis, c'est super, parce que même nous, on se sent mieux compris par nos parents. Sympathique. J'avais une dernière question, parce que l'heure tourne aussi et on commence à avoir faim tous. C'était sur la pérennité en fait de ces chaînes, de ces projets. Moi, j'ai un peu l'impression que souvent, ça va durer 2-3 ans, parfois un peu plus. Et puis, moi, j'ai vu beaucoup de chaînes comme ça,
de transmission du savoir. Au bout de 2-3 ans, les youtubeurs notamment, ils jettent un peu l'éponge par manque de modèle économique souvent, par lassitude ou parce qu'ils ont aussi d'autres projets de vie. Et j'aimerais bien avoir l'avis justement de Tanguy là-dessus, qui toi, tu as bâti ton petit modèle économique. En même temps, est-ce que tu te projettes par exemple sur dans 5 ans si tu auras toujours Toupette ou Alors, pas, par exemple? Oui et non. J'espère évidemment avoir toujours Toupette et vivre de ça, parce que vivre de sa passion, c'est quand même super cool. Maintenant, tout va hyper vite, donc je suis totalement conscient qu'il faut toujours proposer de nouvelles choses, une nouvelle écriture, du nouveau contenu. Il faut, enfin, moi, j'essaie toujours d'avoir d'un projet en avance, c'est-à-dire me dire, voilà, ça c'est fait, c'est cool. Maintenant, on pense à la suite, parce qu'on n'a pas envie justement de se retrouver à un moment coincé, de se dire soit en manque d'inspiration, soit, voilà, je veux pas me laisser arriver ce moment-là. Donc là, par exemple, je suis déjà en train de travailler sur mon nouveau projet 2019 qui va être un gros truc, et j'y consacre beaucoup de temps maintenant, alors que j'en ai parlé pas du tout à ma communauté, à mes trucs et tout. Mais j'essaie toujours d'avoir un coup d'avance, peut-être par crainte de me dire, bah, au moins si ça s'arrête, j'ai quelque chose sur lequel je peux rebondir. Donc toujours en corrélation évidemment avec ce que je suis en train de bâtir, mais j'essaye toujours d'avancer, parce que oui, en effet, les chaînes s'arrêtent vite. Bon, j'ai la chance, c'est que le modèle économique aujourd'hui, ça me permet de vivre, donc là-dessus, j'ai pas de problème. Hein, je suis pas en train de me dire, il faut que je trouve un autre job parce que j'arrive pas à vivre de ma chaîne, ça c'est pas du tout le cas. Mais je suis quand même conscient que si demain YouTube s'arrête pour X raisons, hein, je veux dire Netscape, tu vois, enfin il y a quand même des gros sites internet qui généraient des trafics monstrueux qui se sont arrêtés du jour au lendemain. Donc si un jour YouTube s'arrête, j'ai déjà mis en place d'autres choses pour pouvoir rebondir et toujours transmettre ma passion des animaux sur d'autres supports que YouTube. Même si YouTube aujourd'hui reste quand même mon activité principale. Mais voilà, donc je suis un peu stressé justement sur cette pérennité. Et en effet, je pense que comme tout va très vite, ça peut s'arrêter aussi vite que ça a démarré. Donc je suis bien conscient du truc, quoi. C'est pas, voilà. Mais moi, ce que j'ai envie de... Enfin, moi, je suis pas créateur, hein. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que c'est grave? Parce que finalement, ok, c'est pas stable, mais finalement, ça permet d'avoir, de toujours faire, avoir une activité qui démarre super rapidement. Finalement, ça rend la vie tellement voilà, c'est tout de suite, voilà, voilà, c'est exactement ça. C'est un challenge. Tout le temps, H24 pour rester devant. Et finalement, ça laisse le fait que certaines chaînes, au final, s'arrêtent. Ça laisse l'opportunité à d'autres chaînes de démarrer et de faire plein de vues, plein de profits. Voilà. Je pense que ça permet aussi un renouvellement plus d'originalité. Franchement, je sais pas si c'est vraiment un problème. Bon, alors après, c'est sûr que ça doit poser qu'un problème Non, mais t'as financier, raison, hein. mais voilà. On verra Mais pas, oui. on n'a pas de Michel Drucker en ce moment sur YouTube, des mecs qui sont là depuis 50 ans, et qui ne bougent pas en place. T'as complètement raison, ça laisse Mais- la place à d'autres. Surtout qu'on est une génération, au-delà même des chaînes YouTube, hein, on est une génération qui ne se voit pas faire le même métier pendant plus de 2 ans dans sa vie. Donc, nous, on bosse on fait du conseil dans des boîtes où le turnover, il est permanent. C'est-à-dire que tous les jours, il y a des nouveaux salariés qui arrivent et des salariés qui partent. Parce qu'on est une génération. Nous, avec Julia, là, on a une agence de conseil. Mais si demain, on a envie d'ouvrir un resto, on ouvrira un restaurant. C'est-à-dire que. C'est plus un problème dans les entretiens que de dire oui, de toute façon, moi, mon projet, c'est de rester 1 an dans votre boîte et ensuite de faire autre chose. C'est même plus un frein maintenant de dire ça. C'est genre, ah ok, mec, en fait, t'en as dans la tête et c'est cool, tu vas être motivé par le projet à apprendre plein de choses et ensuite, tu feras ton chemin. Donc, c'est clair que ça donne beaucoup d'opportunités, comme dit Mathis. Que ça soit sur Internet ou dans la vraie vie, dans le monde de l'entreprise, on n'aura pas le choix. Je crois que c'est 2 tiers du métier dans 20 ans, 15 ans, je sais plus, n'existe pas. Enfin non, mais on ne sait pas ce que ça sera. Donc de toute façon, qu'on décide ou non de bouger, qu'on décide ou non d'évoluer, le monde évoluera sans nous. Donc autant le suivre. Non, c'était pas vrai avant. Nos parents, vos parents, ils ont fait 1 ou 2 métiers dans leur carrière. Vous pouvez prendre le micro, comme ça on vous entend. Ah, voilà. Ça a toujours été comme ça, on ne pouvait jamais dire dans 50 ans quels seraient les métiers qu'on ferait. Pour moi, c'est... Non, je pense qu'au XXe siècle, le monde du travail était beaucoup plus stable qu'au XXIe. Je ne suis pas sociologue, du travail. Dans Mais les enfin, années oui, 70, je on me ne mouille pouvait pas dire beaucoup. qu'en 2000, il y aurait Internet.
Tout à fait, mais non, mais l'exemple qu'on veut dire, c'est-à-dire que nous, par exemple, vos parents ou moi, mes parents, ça fait 40 ans qu'ils ont le même métier. Moi, j'ai 25 ans, j'ai déjà eu 4 métiers qui n'avaient aucun rapport. Oui, ils étaient beaucoup plus fidèles à leur entreprise, carrément. C'est Ils ça, c'est cherchaient qu'on à se faire disait, la bon, carrière dans une je vais boîte. faire ce taf et ça va être toute ma vie parce qu'on était plus dans une économie, il fallait qu'on se nourrisse, quoi. Et aujourd'hui, il y a un truc qui s'appelle l'économie du bonheur, qui est que les jeunes sont beaucoup plus intéressés par le côté expérience. C'est-à-dire, on est beaucoup moins, ouais, il faut qu'on soit propriétaire. Avant, la réussite, c'est ça, avoir un appart, une voiture, et être marié et nourrir ses enfants. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une dynamique où on n'a plus tant envie que ça d'être propriétaire. Pour ça, je vous récite mes cours d'économie de la Sorbonne. Hein. On n'a plus tant envie d'être propriétaire et d'avoir une télé et une voiture, déjà parce on s'en fout. On a envie de voyager, on a envie de pouvoir tout tester. Moi, j'ai des copains qui font médecine et ils se réveillent aujourd'hui, ils ont les boules. Bon, attention, ils vont être médecins et c'est le meilleur métier du monde, c'est le plus beau métier du monde pour moi, mais ils se disent, oh là là, vous allez pouvoir tourner tout le temps. Moi, je suis médecin, je suis engagé dans 10 ans d'études et c'est quelque chose qui les stresse de se dire, je suis engagé dans toutes ces études et je vais être bloqué en tant que médecin. Après, ils vont adorer leur carrière, c'est sûr, mais ils ont quand même ce petit truc au fond de leur tête de se dire, et si je pouvais changer tout le temps. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que je peux lancer juste une question Allez-y, justement. Si jamais YouTube se mettait à faire payer 1 € la minute, ça serait quoi de visionnage? Ça serait quoi l'impact pour vous? Tout simplement. Il n'y aura plus personne Internet. qui regarderait le YouTube. C'est comme si on... Ouais, il y a des services payants, bien sûr, mais c'est pour plus des contenus spécialisés, mais c'est comme si on disait... et si on faisait la télé payante, je parle pas de la redevance, évidemment, mais si c'est 1 € la minute, personne ne regarderait. Parce que personne n'a l'argent pour dépenser ça. Aux États-Unis, où les gens vont acheter des packages, ils vont payer 100 € pour pouvoir avoir un package de 10 vidéos sur quelque chose de très particulier. Par exemple, Mathis va t'apprendre à coder et tu vas pouvoir avoir 10 vidéos avec Mathis qui t'apprend à coder. Sauf que ça va être des trucs plus poussés, plus machin, où il va falloir payer à la vidéo. Et ça, c'est un format qui cartonne en ce moment aux États-Unis. Il y a des sites qui ont fait des dizaines de millions de dollars de chiffre d'affaires dès la première année d'exploitation. C'est un truc qui marche très très bien. Les gens sont prêts à payer pour avoir du contenu, mais pas n'importe quel contenu. Ils ne vont pas payer pour découvrir un contenu. Ils savent ce qu'on va leur transmettre est valorisable et vaut de l'argent. C'est sûr que ça va être bien, quoi. Non, mais Ouais, il y a un site qui s'appelle Masterclass et qui propose notamment des leçons de narration avec celui qui a écrit le Da Vinci Code, par exemple. Juste ce que ça induit, c'est qu'on est encore et toujours dans une économie de la starification, parce que Masterclass met en avant Annie Leibovitz, ce type-là. Et donc, du coup, c'est pour ça que tu vas payer. Oui, mais C'est mais parce trop qu'il est stylé. hyper crédible. C'est trop stylé, seulement on est toujours sur cette idée de il faut être sur le devant de la scène et mise en avant médiatique. Finalement, ce contenu-là, la qualité du contenu qu'on peut trouver sur Masterclass, et nos universités françaises sont extraordinaires. Vous allez sur FunMOOC, qui est... mais vous avez vraiment un contenu extraordinaire, mais juste, il n'y a pas de star, donc les gens ne vont pas faire les MOOC. Et c'est gratuit. Oui, mais regarde, les gens ont payé la semaine dernière 200 € pour écouter Al Pacino 1h30 au Théâtre du Châtelet en train de discuter de son expérience. Mais les gens, super. est-ce qu'ils auraient payé un C'est très autre bien. comédien Non, pas connu? j'entends Bah bien. non, parce qu'il est comédien et pas connu, mais tu vois, juste parce que tu achètes le fait que l'expérience de ce mec est dingue, plus que je pense la figure de ce mec qu'il essaye de te vendre. Al Pacino, il n'a pas besoin d'avoir 200 balles fois 300, tu vois, pour les gens. L'argent, il n'en a pas besoin. Ce qu'il a besoin, ce qu'il veut, c'est transmettre ce qu'il a appris. Et il est obligé de mettre un prix élevé, sinon ce serait l'émeute de vent pour être dedans. J'entends complètement et je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Mais le problème qu'on a aujourd'hui, c'est le problème du passage à l'échelle. On a un problème de passage à l'échelle, c'est-à-dire que tout ce que vous avez expliqué depuis ce matin, et c'est extraordinaire, le fait de recouper les informations, comme Mathis l'explique, et le fait que ça permet d'affûter son esprit critique, c'est génial, mais on a un souci de nombre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ne concerne pas l'ensemble de la population et c'est un problème. Oui, c'est un problème. Donc, comment est-ce qu'on passe à l'échelle? Moi, oui. De toute façon, il faut apprendre aux enfants à apprendre sur Internet comme on leur apprend à apprendre dans une classe. On leur apprend. Enfin, moi, je vois pas d'autre solution et je milite pour ça, pour que ça soit intégré dans les programmes de l'éducation nationale. Aujourd'hui, l'éducation média est inscrite au programme. C'est officiel. Alors, parce que les profs.
Je sais, je vais dans les écoles et je le sais, et je comble des vides qui sont inscrits dans des programmes officiels de l'éducation nationale. Au collège aujourd'hui, on doit faire 1 heure d'éducation aux médias. Ils ne le font pas, ils ne savent pas comment le faire. Alors, Les programmes, les emplois du temps, tout est problème pour le secondaire. Ils ne savent pas le faire et il faut que... Voilà, moi je balaye mon rapport, nous journalistes, mais demain, Élise, Julia, vous pouvez aussi aller dans les écoles, enfin tout le monde qui se sent responsable. Moi je dis, allons dans les écoles et expliquons ce que c'est qu'une fake news, expliquons comment on choisit son contenu. Toi, Mathis, fais-le, mais je suis sûre que tout le monde est capable de le faire. Il y a la dame qui veut le faire. Ah, bon. Et on va conclure avec Mathis parce qu'il commence à être tard aussi. Bon. Au niveau de la starification, je crois que c'est ça. On commence à utiliser des mots compliqués là, moi je me sens un peu perdu. Mais non, en fait, tout ce que je disais là, c'était que sur les vidéos avec YouTube, on va utiliser, c'est vraiment de la surface. On va observer, puis on va arriver sur quelque chose qui nous intéresse. Et ça, pour le coup, c'est vraiment la starification, encore une fois, parce qu'on regarde des contenus connus parce que c'est l'algorithme qui nous propose. Mais ensuite, on va être intéressé par quelque chose. Et c'est quelque chose, on va aller sur des plateformes, par exemple, moi j'utilise surtout Udemy, pour aller plus en profondeur. Et par exemple, moi ce qui m'intéresse en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. J'ai tapé sur Udemy intelligence artificielle et j'ai acheté un cours de 20 heures pour 10 € sur l'intelligence artificielle, et peu importe qui a fait ce cours en fait, c'est son contenu qui m'intéresse, et je vois que lui il travaille depuis 20 ans dans ce genre de choses. C'est un data scientist, donc j'ai regardé ce que c'était, machin, mais peu importe finalement qu'il ait un nom ou pas, c'est juste que ce que je vois, c'est qu'il a 20 heures de vidéos qui sont super qualitatives, pour 10 € ça le fait, ça marche, moi je l'achète, et voilà quoi, il n'y a pas de... Merci. On va être obligé de s'arrêter là parce que... Mais alors, une dernière question. Justement, une dernière question. Non, voilà, ça fonctionne pas? Oui, c'est pas grave. Donc, je voulais dire juste par rapport de ce que vous avez dit, l'éducation numérique, comment il faut vraiment apprendre des enfants, même à l'école et même pas au collège, mais à partir de l'école primaire. Parce qu'à collège, c'est trop tard. Déjà, j'ai 2 enfants, ils ont 9 ans et 11 ans. Ils ont les deux jusqu'au fond sur Nolan, Cyprien, Normand et tout. Donc, je ne sais pas si tout était là, j'ai jamais vu. Mais en fait, c'est vraiment parce que l'année dernière, j'ai bénévolé dans la classe de ma fille à CE2, dans les classes informatiques. Ils font le traitement de texte. À CE1, à CE2, et mon fils à CM2, il a fait toujours le traitement de texte. À 6e, il continue de faire le traitement de texte. Mais c'est n'importe quoi. Et cette histoire donc je ne suis pas française, donc je connais un petit peu des systèmes différents dans les différents pays. Il faut vraiment guider des enfants à partir de 7 ans. En France, c'est... L'attitude des parents, c'est non, vous touchez pas les téléphones portables, vous touchez pas. Non, des enfants à 10 ans, ils savent pas où sont les lettres sur le clavier. Et après, c'est l'effet de bonbon qui était interdit jusqu'à 10 ans. Et après, l'enfant, quand il va finalement avoir l'accès sur les bonbons, il va mourir de chocolat. C'est ça. Et c'est ça en fait. Moi, j'ai la chance de vivre une partie de ma vie en Thaïlande. Et en Thaïlande, à partir de 10 ans, on commence à coder. C'est-à-dire qu'on commence à coder dans les écoles, on va avoir des cours d'introduction au code, tout ça et tout. Et dès le collège, ils vont pouvoir avoir des cours spécifiques. Et rien qu'à Bangkok, des écoles de code, sans dire de conneries, il doit y en avoir au moins 30. Donc, mais c'est pour ça que... Exactement. C'est pour ça que vous voyez que l'école, bon, clairement, c'est très grave. Ils sont vraiment en retard. Mais nous, on les voit, on en rencontre plein... franchement, ça nous fait flipper. Mais du coup, vous avez un rôle, les parents, un vrai rôle hyper important d'accompagner vos enfants. Et au lieu de dire « Oh là là, moi, je comprends rien à ces conneries », de les maîtriser limite plus que vos enfants
pour pouvoir non seulement leur transmettre, mais en plus être sûr qu'ils font pas nimp. Parce que c'est vrai ça. Moi, je vois mes cousins, par exemple, leurs parents, ils leur interdisent le téléphone. Mais du coup, dès qu'ils ont accès à un iPad, mais ils font n'importe quoi. Mais ils vont sur des sites porno à 8 ans. Ils Enfin, arrêtent pas. ça part totalement en sucette. Donc, il faut vraiment encadrer les consommations. Et plus vous allez jouer le encadrer, jeu... pas interdire. Exactement, pas interdire, encadrer. Et cadrage, plus vous allez c'est pas jouer le jeu, interdiction. c'est ça. Et plus vous allez jouer le jeu avec eux tout en cadrant la zone, plus ils vont avancer dans la bonne direction. Mais en tout cas, l'école, aujourd'hui, sachez-le, et soyez-en sûrs, elle ne remplit pas ce rôle. Et elle n'a pas... Enfin, ça va prendre un peu de temps avant que ça arrive, parce qu'on voit comment les process se font. Généralement, le procès d'éducation, ça reste comme à 19e siècle, toujours. C'est ça, mais parce qu'avec tout ce que vous avez touché aujourd'hui pendant la discussion, que les métiers sont changés, on aura dizaines de métiers différents dans la vie professionnelle. Ça, ils le savent pas, hein. Déjà, j'enseigne aussi à l'université, et avec licence 2, licence 3, j'ai du mal, parce que des étudiants veulent pas réfléchir. Ils veulent que je les donne les faits qu'ils vont apprendre par cœur et ils vont réciter pendant l'examen. Ils veulent plus les discussions, l'analyse d'informations, le rien. Et je trouve que c'est le résultat ce qu'ils ont reçu pendant pendant le procès de l'éducation. Dites-vous qu'avec Julia, on est prof parfois à Sciences Po. Sciences Po Paris, donc c'est quand même une grande école. Enfin, c'est un truc, faut être fort pour y aller. Et nous, on leur donne des espèces de masterclass sur le monde des médias tel qu'il est en ce moment. Et ils nous disent tout le temps, vous nous apprenez l'inverse un peu de ce qu'il y a dans nos cours. Alors que nous, on leur apprend ce qu'il y a sur le terrain, ce qui se passe vraiment. Et donc, on voit qu'il y a un vrai décalage encore entre ce qui se fait à l'école et ce qui se fait dans la vraie vie. Moi, je me rappelle, j'avais un prof en droit qui faisait ses cours en amphi, en live. C'est-à-dire, il faisait un live Facebook. Mais le mec, il a tout changé. C'était une révolution pour nous. Mais c'est le premier prof de la Sorbonne qui a un symbole, la Sorbonne, dans le monde. Un symbole d'éducation. C'est le premier prof de l'histoire, un prof de droit des sociétés qui s'est dit, en fait, je vais faire un live Facebook. Comme ça, si mon élève, il est ne serait-ce qu'handicapé, parce que les universités ne sont pas accessibles à tous, il aura accès aux cours dans sa chambre. Et ça, c'est des révolutions, mais... il y en a tellement peu. Donc vraiment, il faut que les parents, vous ayez du recul sur ce qui se fait à l'école et ce qui se fait dans la vraie vie. L'école, c'est hyper important pour la méthodologie, pour la façon de raisonner. Nous, ça a été hyper important pour nous parce qu'on a fait Julia a fait le SCP, par exemple, qui est une grande école de commerce. Ça lui a appris énormément de choses. Mais tout ce qui est pratique et vie de tous les jours, on ne l'apprend pas à l'école. Tout comme, d'ailleurs, il va falloir que vous appreniez à vos enfants comment on gère la sécu et ses histoires d'impôts, parce que nous, aujourd'hui, on galère. Parce qu'on ne l'a jamais appris à l'école. C'est terrifiant, très grave. Merci. Oui, j'imagine. Mais en tout cas, tous les trucs de réseaux sociaux et les apprentissages un peu complémentaires, il faut que vous l'encadriez et que surtout que vous en portiez limite garant, quoi. Parce que Merci Élise. On va terminer là parce qu'il est 12h30. Merci à vous tous et merci surtout à tous nos participants d'être venus ce matin pour partager leur expérience.